J'aurais bien aimé boire ce jus sorti du journal ce matin, mais c'est avec la surprise de Laurent Roland-Toniquet sur ce plateau et que je vous retrouve maintenant. Il est bien là, Laurent Roland-Toniquet annoncé donc absent, est au plateau. Bonjour Laurent Roland-Toniquet. Maury Agua, bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. C'est vrai que la voix c'est un peu cassée, mais on va l'utiliser de façon cassée comme ça. C'est bon. C'est une autre voix. Merci Laurent d'être venu. Ouba Dianjou, qu'est-ce qui vous fait rire? Ça fait plusieurs semaines que vous avez déserté le plateau. Effectivement. Et on vous souhaite bon retour. Vous êtes venu au dernier vendredi du mois de l'année 2024. Merci quand même d'être venu tout le plaisir est pour moi. Avant qu'on ne clôture cette année 2024. Oui, tout le plaisir est pour moi. J'avais été un peu occupé. Oui. C'était pas vraiment volontaire. Donc, un peu voilà. Sérieusement occupé. Voilà, très occupé. Merci. Alors, Laurent Roland-Toniquet, Souma Dianjou, nous avons donc fait le tour des quotidiens. On va donc aller à la une de certains titres rapidement à partir de 8h, peut-être 30, 40 minutes. On va pouvoir commencer à demander aux téléspectateurs de nous appeler pour donc exprimer déjà pour l'année 2024 ce qu'ils ont apprécié, pour l'année 2025 ce qu'on va améliorer dans tout ce que nous faisons, donc pour toujours le plaisir. Merci à ceux qui nous font toujours confiance et qui ne cessent de nous suivre. Allons à la une du quotidien, le matinal, microcrédit à la FIA, oui, un atout pour l'autonomisation de la femme. C'est écrit ce matin à la une du quotidien, le matinal, Oumar Dianjou. Oui, je pense que c'est une belle œuvre donc, de ce gouvernement. Et puis, bon, le microcrédit, c'était beaucoup plus, on va dire, la marque déposée de l'ancien régime, le régime Yaïboni. Mais ce régime également a poursuivi donc, cette initiative. Et je pense que c'est une très, très, très bonne chose. Ça permet finalement aux femmes de s'autonomiser, comme l'a dit notre confrère. Parce que quand vous regardez aujourd'hui les facilités avec lesquelles les dames ont finalement accès à ce crédit, quand je parle de facilité, c'est-à-dire le côté très pratique sur leur téléphone, dès qu'elles déposent leur dossier, les dossiers étudiés, on leur envoie donc comment on appelle, la somme demandée sur leur téléphone, les modalités de paiement, tout ça. Moi, je pense que c'est une très bonne chose qui permet aux femmes finalement de démarrer de petites activités génératrices de revenus pour pouvoir subvenir à leurs petits besoins. La petite vendeuse de bouillie au coin de la rue, la petite dame au marché, voilà. Donc, toutes ces personnes-là, aujourd'hui, ont accès donc à ce crédit-là. Maintenant, l'objectif aussi est que ça se généralise un peu plus encore, parce que peut-être que tout le monde ne l'a pas, ou peut-être que c'est ce matin, au moment où on en parle, que d'autres seront donc informés. L'initiative est très bonne, c'est des choses comme ça, enfin, c'est de telles initiatives qu'il faut pour donc permettre donc aux femmes d'être plus ou moins autonomes. Quand on connaît les conditions de la femme aujourd'hui au Bénin, c'est elle la cheville ouvrière de la famille chez nous, aller dans les contrées les plus reculées. Vous allez voir que c'est les femmes qui portent vraiment, comment on appelle, à bout de bras, tous les besoins, tous les enfants, même le mari quelquefois, parce que quand il n'y a pas de boulot, un homme, bon, finalement, qu'est-ce qu'il peut faire? Chez nous, notre culture, un homme n'a pas, enfin, c'est pas concevable, un homme ne met pas, par exemple, quelque chose sur la tête pour aller vendre. Par contre, la dame va le faire, elle finit de le faire, elle ira travailler au champ, elle quitte le champ, elle va s'occuper de la famille, ainsi de suite. Donc, les femmes chez nous, c'est essentiel de s'en occuper, et je pense que c'est une très bonne initiative à pérenniser. Très bien. Laurent Roland-Toniquet, oui, microcrédit à la FIA, l'autonomisation des femmes aujourd'hui est une réalité selon le matinal. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est une réalité. Quand vous écoutez les femmes autour de vous, aujourd'hui, il y a des femmes qui reçoivent véritablement ce microcrédit à la FIA. Et d'ailleurs, l'innovation, Ouma l'a précisé, c'est qu'ils reçoivent l'argent par Momo. C'est-à-dire sur leur téléphone déjà, on leur envoie l'argent, donc elles reçoivent la lettre, et donc de ce point de vue, c'est-à-dire une avancée notable en ce qui concerne ce microcrédit. Et comme il l'a dit, oui, c'est l'ancien régime qui nous avait amené le microcrédit aux plus pauvres. Et on a pu voir aussi comment est-ce que des femmes avaient été impactées, mais de la même manière, on a vu comment est-ce que des gens ont siphonné les ressources de l'État, se sont permis de mettre l'argent
le microcrédit qui devait aider les femmes. Mais aujourd'hui, il y a une certaine organisation qu'il faut saluer quand même. Et puis, ce que moi je veux dire simplement, c'est que le gouvernement pense à la possibilité de revoir la cagnotte, parce que 50 000 francs aujourd'hui, pour une femme, est-ce que véritablement ça permet à une femme d'entreprendre quelque chose? Bon, si c'est pour vendre de la bouillie au bord de la voie, pour 50 000 francs, ça peut aller. Si c'est pour vendre peut-être un peu de tomate, un peu de piment, ça peut aller. Mais pour une femme qui veut véritablement entreprendre une activité génératrice de revenus, est-ce que 50 000 francs pourraient suffire à faire cette activité? Donc, il faut revoir le système, que ce ne soit plus 50 000 francs qu'on envoie. C'est vrai que, bon, je précise quand même, il y a 100 000, il y a 100 000 seulement. Combien de femmes prennent 100 000 francs aujourd'hui? On peut aller jusqu'à 300 000, 400 000, 500 000. En fait, c'est l'État. Et sachant très bien que quand vous devez aller dans des institutions bancaires aujourd'hui et que vous devez faire un prêt aujourd'hui, on vous demande d'aller donner une garantie. Voilà que vos parents ne vous ont pas laissé d'héritage, parcelle où vous pouvez déposer les papiers. Donc, l'État étant garant, l'État peut travailler maintenant à voir comment est-ce que, dans quelle mesure on peut accompagner non seulement les femmes pour leur autonomisation, mais aussi les jeunes filles également qui veulent entreprendre. Et il faut préciser aussi que quand une femme est heureuse, elle a de l'argent à tourner, une activité à tourner, elle n'est pas, comment vous appelez, préoccupée par comme on dit, le papatouillage dans le quartier. Une femme qui est vraiment occupée, elle n'a de tête que pour ça. Ça. Le problème dans les foyers aujourd'hui ou bien dans les maisons, c'est parce que certaines femmes ne sont pas occupées. Elles sont oisives. Oui, elles sont oisives. Donc quand la femme ne travaille pas, bonjour les problèmes dans la maison. C'est elle qui veut aller capoter les histoires des autres couples pour ramener dans la maison. C'est elle qui veut voir que l'autre femme est mieux entretenue par son mari et qu'elle n'est pas mieux entretenue. Et bonjour les dégâts. Donc, cette initiative est à saluer parce que véritablement aujourd'hui, ça permet à certaines femmes de sortir de l'oisiveté. Mais il va falloir renforcer cela pour leur permettre d'avoir plus de moyens pour plus d'activités. Très bien. Merci pour toutes ces précisions. Nous allons passer à la une du quotidien Le Potentiel où Tiani refroidit donc les relations avec le Bénin selon le quotidien et puis le quotidien qui dit que Tiani accuse la France, le Bénin et le Nigeria. Laurent Roland-Toniquet, on dirait qu'il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Vous voulez parler de qui? Ben, il y a eu accalmie depuis quelque peu, et puis finalement, le président Tiani sort de nulle part et puis commence par évoquer une question. Moi, je crois que pour ce sujet, je voulais vous demander, parce que l'ARAC aussi a sorti un communiqué, la question liée au terrorisme, de ne pas en parler trop. D'accord. Ça, c'est du terrorisme. Oui, mais c'est quand même ce qu'il dit, ça a trait au terrorisme. D'accord. Non, en fait, je parle du fait que depuis peu, quand même, ça va, les relations entre le Bénin et le Niger, ça va. Le problème, c'est et qu'ils sortent de nulle part encore pour ramener un autre problème. Ce que je vais dire ce matin, il revient au chef de l'État béninois de trouver les voies et moyens de discuter avec Tiani, ou Tiani de trouver les voies et moyens de discuter avec Patrice Talon. Parce que tout ce qui se passe, en réalité, qui sont les perdants? Qui sont ceux qui seront les victimes? C'est les peuples, les populations, les peuples du Niger et du Bénin. D'accord. Et s'ils peuvent s'entendre pour discuter autour d'un idéal, des deux ministres des Affaires étrangères, il y a des ambassadeurs maintenant de part et d'autre également, que je préfère qu'ils discutent. Parce que n'importe quelle analyse vous allez faire sur ce plateau, parce que quand vous faites une analyse, les gens pensent que c'est votre position, vous prenez position et que vous soutenez un camp. Une analyse, reste une analyse. Il revient à chaque parti de prendre de la graine et de voir comment faire. Mais vous le dites maintenant, on va dire que vous êtes anti-patriote et que vous êtes si de ça. Okay. Écoutez, moi je pense véritablement que quand Tiani sort comme ça et parle, quelle est la réaction de nos autorités béninoises? Il a cité des noms. Je préfère que ces personnes-là montent au créneau pour répondre et le peuple sera là pour observer. Très bien. Je ne vais pas en dire plus. Oumar, vous êtes d'accord avec Laurent qui demande à ce qu'on passe ce sujet et que voilà et qui demande donc quand même que les personnes citées sortent pour se prononcer. Est-ce que nos autorités vont se taire ainsi, qu'on cite leur nom, non, moi je pense pas fasse des accusations? Je ne pense pas que les autorités vont se taire. Et puis, ce n'est pas le Bénin seul qui a été, comment on appelle, indexé par Tiani. Il indexe la France, il indexe le Nigeria. Il estime que tous ceux-là sont un peu contre son régime et tout, et qu'il y a des bases militaires au Bénin. Enfin, des bases militaires au Bénin. Quelles sont les preuves de M. Tiani? Il n'avance aucune preuve. Il donne des coordonnées même géographiques. Oui, mais
on veut du concret. On veut du concret. On va nous montrer les choses clairement pour qu'on sache que réellement il y a des problèmes. Et puis ce que moi je veux dire, on n'est pas sans savoir, que ce soit du côté du Niger que du Bénin, que le Bénin aujourd'hui est en proie quelquefois à des incursions djihadistes dans notre, et on tue nos propres fils. Même le président dans son discours, ça a été l'un des premiers points qu'il a abordé, la difficulté à lutter contre cette affaire-là. Malheureusement, on ne peut pas trop en parler. Mais comment voulez-vous que le Bénin reste croisé et ne se... Enfin, il faut pouvoir avoir les moyens pour lutter contre ces hors-la-loi-là. Maintenant, parce que le Bénin est en train de vouloir lutter contre cela, on prend ça maintenant, on détourne un peu, on estime que non, c'est contre le Niger. Non, mais vous voulez quoi finalement? Moi, je pense que c'est comme vous l'avez dit, hein, il y a des gens qui n'aiment pas la paix, c'est mon avis. Il y a beaucoup plus, il y a d'autres chats à fouetter aussi bien au Niger qu'au Bénin. Le président Tiani devrait, si possible, se lever, comme Laurent l'a dit, dit ok, mon cher frère, je vais te rencontrer. Vous avez un problème avec votre voisin, il fait du bruit tous les soirs ou bien je ne sais pas, mais la première démarche à faire, c'est quoi? C'est aller vers lui et lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi dormir tranquille. J'entends des bruits de bottes dans mon voisinage. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et l'autre va s'expliquer et pouvoir dire un certain nombre de choses. Mais se lever comme ça et dans la presse, commencer à jeter des pavés dans la mare, voilà, il y a ci, il y a ça. C'est un gros souci. C'est des peuples qui vont commencer à se regarder en chien de faïence. Parce que quand toi tu parles en tant que représentant du peuple nigérien, mais c'est tout le Niger qui est derrière toi, qui t'écoute et qui se dit, mais écoute, il y a clairement, s'il s'indigne ainsi, s'il se fâche ainsi, c'est qu'il y a un problème. Vous avez dit l'essentiel, et de l'autre côté, on a d'autres chats à fouetter, on a d'autres chats à fouetter. Pour éviter la confrontation entre les peuples, que je dis, la meilleure option, ce soit le cadre qui répondent. Pourquoi? Parce que le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, aussitôt que Tiani est sorti, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria est monté au créneau à travers un communiqué le samedi 21 décembre pour répondre. Donc, il revient maintenant aux autorités de répondre. Parce que si nous devons faire des analyses, ça peut prêter à confusion. Oui, on a compris. Et puis, les peuples, il peut y avoir des confrontations entre les peuples parce que les Nigériens vont dire, alors c'est vous, Béninois, qui voulez envahir le pays. Donc, il faut éviter carrément d'aborder ce sujet. Il revient à Bakary, au chef de l'État Patrice Talon, au ministre de l'Intérieur Alassane Seydou, de répondre et de nous rassurer. En tout cas, moi, je compte sur le président de la République. Si le ministre des Affaires étrangères n'est pas instruit, c'est ça, non? Pour répondre, le président même va sortir et répondre au président Tiani. Alors, le grand regard de ce matin nous parle de libération des Belges à Cotonou. Et le titre étonne un peu, on va aller un jour, les dernières bombes sociales de la rupture déclenchée. C'est le confrère même qui lance la bombe finalement. Parce que moi, je ne vois vraiment pas la bombe. Parce que vous voyez, au Bénin, on a ce problème-là. Ouais. Quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, on est prêt à s'indigner, à dire « Oh, il y a problème, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'État fait ?» Voilà. Et dès que les problèmes sont finis, on ne veut pas qu'on prenne des mesures pour empêcher que les problèmes pour lesquels on s'était indigné là, que ça reprenne là. On oublie tout ça. Je vais vous expliquer clairement. Quand vous prenez les quartiers qui ont été cités, vous les avez cités tout à l'heure, Rolakodi, Rolakome, tous ces quartiers-là. Quand l'inondation arrive, quand la période de crue est là, vous voyez comment est-ce que comment on appelle là, ces quartiers-là sont inondés. Comme il y a un mot fond qu'on utilise là, aux eaux, quand Zo vient là, voilà, c'est-à-dire voilà, la crue, le peuple, comment on appelle, le lagon déborde et finalement, c'est tous les quartiers qui sont complètement sous l'eau, avec tous les risques que cela comporte, hygiène, sanitaire, toutes ces choses-là. Et pendant la période, on crie non, les autorités font quoi, qu'est-ce qu'on fait pour assainir? Maintenant, on veut assainir, on veut libérer ces endroits-là et permettre à, comment on appelle, à l'État de vraiment prendre les taureaux par les cornes et en fait peut-être encore, enfin, on connaît comment ce régime-là réagit quand il veut arranger les choses et on fait vraiment de très belles voies, de très beaux endroits. Ouais, notre confrère, lui, se lève ce matin, il estime que c'est une bombe qui est jetée. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand l'État veut faire quelque chose, quand on veut déguerpir des gens, il y a forcément comment on appelle, des gens, voilà, des mécontents. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Enfin, c'est comme ça. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, vous ne trouvez pas de bombe. Je suis sûr que
les gens étaient prévenus, peut-être même depuis des années, peut-être même depuis le temps comment on appelle, la gouvernance Yahi, que ces endroits-là, on doit les libérer. Et je suis également qu'il y a eu peut-être des moyens pour pouvoir dédommager ceux qui sont vraiment concernés, ceux qu'on doit pouvoir dédommager. Quand toutes ces choses-là sont faites, et que vous levez le matin et vous dites que non, c'est une bombe sociale qu'on est en train de lancer, moi je pense que c'est pas très intéressant. À mon avis, c'est pas très intéressant. Il y aura des mécontents, c'est sûr, on ne fera rien. Enfin, aucune œuvre humaine ne va satisfaire tout le monde à la fois, c'est impossible. Mais venez, vous, en tant que, comment on appelle, médias, crier comme ça, voilà, c'est une bombe sociale. Moi, je trouve ça, c'est pas intéressant. Est-ce que Laura est de l'avis de Ouma? Non, en fait, Ouma a sorti un thème que j'apprécie bien, dédommagement. Parce que c'est des populations qui sont dans ces milieux depuis des années. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui s'entêtent, malgré les alertes, les avertissements, quitter les lieux, vider les lieux. Ces personnes ne veulent pas quitter. Et le plus souvent, c'est peut-être des gens qui ont appris à vivre dans ces milieux depuis des années, des décennies si vous voulez. Et donc, les premiers, dans notre pays, les premiers occupants étant les propriétaires, malheureusement, les gens ont considéré que puisque leur grand-père est né là, qu'ils ont grandi là, donc ça leur appartient. Leur propriété. Malheureusement, parce que l'État n'a rien fait en la matière par le passé pour sécuriser ces espaces-là et pour, comment vous appelez, empêcher le peuplement de ces sites-là. Donc, l'État étant une continuité, il revient à l'État qui veut aménager de prendre des mesures alors pour voir comment secourir et aider ces personnes. Dédommagement, est-ce qu'il y en a eu véritablement? Et c'est pour ça que je peux être d'accord avec les gens pour dire une dernière bombe sociale. Parce que les gens là qui seront dégagés, je suppose qu'ils sont dégagés dans cette période-là, en pleine période de fête de fin d'année. Oui. Ils seront où? Ils vont vivre où? Avec la fraîcheur, la poussière, tous les problèmes. Parlant de maladies hydriques, écoutez, les gens ont appris à vivre avec l'eau. Et le plus souvent, quand vous prenez ces gens-là, c'est des gens qui vivent avec l'eau, qui vivent dans l'eau, sur l'eau ou sous l'eau si vous voulez. Donc quand il y a cru ou pas... Sous l'eau même. Oui, quand il y a cru... Les amphibiens. Le plus souvent quand il y a cru, c'est pas... Des batraciens. Le plus souvent quand il y a cru, c'est même pas cette population-là qui crie. Vous n'allez pas les voir se plaindre. Les populations de Kouakodji, Zougou Fifadji au niveau de la Belge, des Belges, la Guinée et autres là. Ce pas les gens qui se plaignent. Parce qu'ils sont habitués à vivre dans l'eau. Et donc, si on veut aménager, qu'est-ce qu'on prévoit? Parce que je le dis toujours, nous gouvernons, nous développons pour qui? Pour les Béninois qui vont utiliser ces infrastructures. Donc, s'il y a une possibilité de mettre le capital humain au centre de ce que nous... J'ai bien précisé au début qu'il y a des gens qui s'entêtent. Mais quand je mets ces gens de côté, il y a des gens qui n'ont nulle part où aller. Parce que leur activité... Il y a des dédommagements. C'est ce que je demande. S'il y a des dédommagements, d'accord. Mais s'il n'y a pas de dédommagement, parce que vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont été délogés, mais qui n'ont pas été dédommagés. Généralement, je pense qu'il y a des recasements qui se font. Il y a toujours non, moyen. Il y a des gens, exemple simple, là où on a planté les cocotiers, au niveau du fin pavé filleux, c'est là. Les gens n'ont pas été relogés. Ça a toujours été. Mais ça, ils ont occupé un espace public, ils savent bien que ça ne problème pas. Depuis toujours, ça a été toujours dit. C'est ça, moi-même, je vais me mettre au carrefour à Conville et construire une maison là et on viendra me dédommager. Est-ce que vous avez une fois parcouru ce milieu-là avant même qu'on ait gardé grâce? Oui, mais bien sûr, tout le temps. Mais c'est des gens qui étaient là depuis le temps qu'on les menaçait. Mais ça veut dire qu'ils savent bien qu'ils ne devaient pas occuper là. C'est ce que je vous dis justement. Ces personnes qui sont allées s'installer là-bas, ça fait depuis plusieurs décennies. Attendez, qui sont restés là, qui ont créé leur communauté et qui, à un moment donné, puisque l'État n'a pas pris ses responsabilités, pour les déposséder de ce territoire, se sont considérés comme parce qu'il y avait un couvent de Sanguito, il y avait ce couvent de diverses divinités, les gens ont appris à vivre là. Et vous avez bien parlé de déloger, reloger. Parce que pour moi, à un moment donné, il faut quand même trouver la formule. Parce qu'on a tellement de domaines. Sur le territoire, on en a tellement où on peut... Il y a des gens qui ont été dédommagés, qui ont été relogés. Oui, bien sûr. Qui ont été relogés, qui ont reçu une compensation financière. Bien sûr. Donc, ça, c'est légitime. Oui, vous voyez. Si des gens occupent des espaces, si demain j'érige une baraque au Carrefour à Conville et je mets du matériel là-dedans, je commence pas à dormir là-bas. Le monde a évolué. Non. Vous ne pouvez pas faire ça aujourd'hui. Le monde a évolué. Je parle de ceux qui... Pourquoi même spontanément ils n'ont pas libéré les lieux? À Mori Agua, vous êtes de Agouagan, d'accord?
Est-ce qu'aujourd'hui, la famille Agua pour sortir un papier qui atteste que le domaine sur lequel vous êtes là, que ça vous appartient, que vous avez acheté ça par le passé? Est-ce qu'avant, on faisait des papiers? Mais c'est justement... Lorsque mon arrière-grand-père a choisi le village et est arrivé là, qui l'a vu là? Mais justement, c'était la brousse fait papier. Ceux-là, c'est les pêcheurs qui sont venus s'installer là. Voilà, le temps des Agua, le premier Agua qui est bâti, je ne pense pas qu'on soit au même temps qu'avec ceux-ci. Je vais t'expliquer, non. Pourquoi? Attends, même, vous pouvez dire 1900, tout ça, mais ce n'est pas les moments où on peuplait les choses encore en ce moment. Les grands mouvements de population, ce n'était pas en ce moment-là. On peut encore se renseigner auprès des grands géographes, des grands historiens, ils vont nous expliquer. Mais quand vous regardez un peu, comment on appelle, le Ganvier aujourd'hui, c'est des personnes qui vivent sur l'eau. Qui va les déloger sur l'eau? Parce qu'on sait que depuis des siècles, ils sont là. Personne ne peut les bouger de là. Mais Cotonou, on sait où les gens vivaient. C'est les gens qui ont vendu petit à petit leur propre carré, un peu, jusqu'à... Ils sont partis se mettre au bord de l'eau là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, ceux-là, ils ont vendu tout, et ils vont se mettre au bord de l'eau. Enfin, c'est difficile de le dire ainsi. On ne sait pas ce qui pousse les gens à vendre, mais à un moment, ils ont dû quitter là où ils vivaient, clairement, et ils sont partis s'installer au bord de l'eau. Vous parlez de ceux qui vivaient à Gondwana et à, comment on appelle là, à Fidjosé. Vous connaissez le nom même. C'est Gondwana. Oui. Il connaît même le nom de l'endroit. Je connais, oui, je connais très bien Gondwana. Donc, ces personnes-là, rappelez-vous comment est-ce que ça a été peuplé. Oui. Vous n'allez pas me dire et certainement, ce sont eux qui ont été les premiers à sauver. Ce que je précise ici, c'est quoi? Et ces personnes-là, c'est des pêcheurs qui partaient. Qui fonctionnaient, c'est des pêcheurs qui fonctionnaient comme des nomades. Et par le passé, quand ils viennent quelque part pour pêcher dans une zone là, ils s'installent. C'est pourquoi je dis l'État a une continuité. À un moment donné, l'État a failli. Non, je suis complètement d'accord. L'État a failli à un moment donné. Oui, je suis complètement Puisque l'État a failli à un moment donné, que ce sont des Béninois comme nous, trouvons une formule, une situation atténuée pour ces personnes. Je ne dis pas d'aller construire des villas, de les mettre dans des villas. C'est des gens qui sont issus d'un village, c'est des gens qui sont issus d'une famille. On connaît, on sait tous d'où l'on vient au Bénin. Si vous êtes arrivé à vous installer, il y a des gens qui sont de Kadiaou. Il y a des gens qui sont de Kadiaou. Mais je suis complètement. Oui, il y a des gens qui sont de Il y a des gens qui sont de Zobo. Oui, moi j'ai fait des écoles. Si vous allez chercher bien la maison familiale, là, les terrains familiaux, les champs, tout ça là, ce n'est pas au bord de l'eau. Moi j'ai des parents à Zobo. C'est des gens qui ont quitté complètement la terre ferme et qui petit à petit sont allés là-bas. C'est pas que j'accuse quelqu'un. Bon, ça a été la mode à un moment, vivre au bord de l'eau. Mais aujourd'hui, ce n'est pas concevable. Ce n'est pas concevable comment on appelle des hommes vivent dans l'insalubrité. Mais Laurent demande qu'on leur trouve une situation, qu'on ne les chasse pas comme des moutons. Voilà, et moi je suis convaincu qu'il y a des situations qui ont été trouvées. Parce que je vais vous dire pourquoi. Il y a, comment on appelle, autant de, comment on appelle, du président Yahi, bien avant 2016, je me souviens, on a annoncé à des gens, comment on appelle, dans l'un de ces quartiers, je crois que c'est Flacon ou quelque chose comme ça, un monsieur qui a construit une belle maison et il loue aux gens. On lui a annoncé, maintenant, il faut déloger parce qu'on veut prendre. Dans le temps, c'était très sérieux et même les locataires, puisqu'il y avait quelqu'un dedans qui disait non, on nous demande de partir. Ah, pourtant, c'est une belle maison, tout ça, on s'indignait. Mais jusqu'aujourd'hui, ils sont dedans. Ah oui? Oui, ils sont dedans, ils sont dans la maison. Donc ça veut dire que c'est depuis ce temps-là qu'on prévenait les gens que ces endroits-là ne sont pas habitables. C'est l'eau, c'est la place de l'eau. Laissez l'eau avoir sa place. Parce que sinon, à chaque fois, on aura des drames et on va commencer à crier, l'État ne fait rien, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, on veut assainir, on veut créer tout ce qu'il faut. Ce que nous disons là, c'est que moi, je dis une chose. Ces populations ont appris à vivre, elles sont allées s'installer à un moment donné. L'État a failli à un moment donné. Maintenant, laissons même les Belges. Les autorités qui vont acheter Bafon pour construire l'immeuble là, on ne voit pas ça. Ouais, tout ça, on doit les sanctionner. Non, parce qu'en réalité, on parle de ces populations qui en réalité sont en griffe vulnérables, qui n'ont pas d'autres issues. Vous parlez de quelqu'un, ils ont quitté quelque part. Mais quelqu'un dont le papa a quitté, peut-être commun depuis 50 ans, qui est venu s'installer à Kwakodi. C'est une erreur, il faut le reconnaître. Et il est né là, il a grandi là, il a fait ses enfants là. Parce que le papa lui a dit, ça c'est mon espace. Parce qu'à un moment donné, chacun d'eux s'est accaparé un espace, a fondé sa famille. Aujourd'hui, s'il est délogé, voilà qu'il n'a plus de repères au niveau des communs. Je crois que l'État, justement, c'est pour ça que moi je dis, l'État ferait mieux de trouver un moyen de reloger soit ces personnes-là ou bien de les assister, les orienter, les aider. Ça va être du bien parce qu'ils sont aussi des Béninois comme nous. Ils ont failli à un moment donné. L'État étant une continuité, nous avons tous failli à un moment donné et nous devons toujours ensemble
réfléchi à corriger les erreurs. Merci Laurent Roland-Tonnerre-Ikes, merci Ouma Ali Andjou. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, je vais vous donner une pause, vous allez revenir tout à l'heure. Je vais recevoir l'invité spécial de ce matin, Marcel Agondi, qui va donc réagir par rapport au discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Mais votre retour, ce sera donc pour nous dire un peu ce qui vous a marqué positivement au cours de cette année, mais également ce que vous avez aimé à travers cette émission, ce que vous promettez surtout pour l'année 2025. Et c'est en ce moment qu'on va ouvrir la ligne aux téléspectateurs. Hugues Hector Zogo va aussi prendre part ici. Et puis voilà, on va clôturer l'émission en beauté. Donc je vous retrouve dans un instant.